Je m'appelle Camille Lefebvre et j'ai franchi ce terminal de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle 47 fois sans jamais attirer le regard des agents de sécurité. Je connais exactement les files d'attente les plus rapides. Je sais qu'il faut avoir ces documents en main avant même d'arriver au comptoir. Je ne suis pas le genre de personne que l'on contrôle. Alors, quand j'ai vu ma sœur Solène se pencher vers l'agent de la PAF, police aux frontières, la voix basse, le regard évitant soigneusement le mien, j'ai senti un froid glacial m'envahir qui n'avait rien à voir avec la climatisation. J'ai observé le visage de l'agent changer. Ce léger tressaillement de la mâchoire que les professionnels entraînés pensent pouvoir dissimuler. Il m'a regardé une fois, puis il s'est éloigné et deux autres policiers sont apparus. Comme s'ils attendaient en coulisses. Madame, nous devons retenir vos papiers. Pour un instant. Mon passeport a quitté ma main avant même que j'aie pu réaliser ce qui se passait. Les passagers dans la file ne faisaient même plus semblant de ne pas regarder. Une petite fille tirait sur la manche de sa mère. Un homme d'affaires posait son téléphone. Puis le superviseur est arrivé. Large d'épaules, portant des lunettes. De vue qu'il n'avait pas l'air d'avoir besoin de porter en permanence. Il a étudié mon passeport comme on examine quelque chose qui ne colle pas. Il a comparé la photo à mon visage, puis a regardé à nouveau le document. Attendez. A-t-il dit doucement. Ce nom de famille, Solène se tenait toujours près du tapis roulant, faisant semblant de réorganiser son bagage cabine. Cette mise en scène m'a tout révélé. Les gens innocents accourent. Les gens innocents demandent ce qui ne va pas. Ils ne se découvrent pas soudainement une passion pour leur fermeture éclair. Le badge du superviseur indiquait « Monsieur Holloway ». Il possédait cette forme de calme qui ne vient qu'après des décennies à décrypter les gens dans des situations de crise. Il ne paniquait pas. Il réfléchissait. Lefebvre, a-t-il répété, presque pour lui-même. Camille Lefebvre. C'est mon nom, ai-je répondu, en gardant une voix égale. C'est mon nom depuis 34 ans. Il n'a pas souri, mais quelque chose sur son visage s'est adouci, non pas par compassion, mais par reconnaissance. Il s'est éloigné pour passer un appel que je ne devais pas entendre. J'en ai saisi des fragments. Un numéro de dossier, une année, 2019. Puis un long silence où il n'a fait qu'écouter. Pendant ce temps, Solène s'est finalement rapprochée. Assez près pour que j'entende son expiration. Ce petit soupir. Satisfait qu'elle pousse depuis toujours dès que quelque chose tourne en sa faveur. J'essaie juste de protéger le pays, a-t-elle murmuré, comme si elle jouait devant un public imaginaire. Je n'ai pas répondu, car Holloway revenait vers moi avec une expression totalement différente. Solène, elle, n'avait encore rien remarqué. Holloway a posé mon passeport sur le comptoir entre nous, avec la précaution que l'on réserve aux objets fragiles. Mademoiselle Lefebvre, je vous présente mes excuses pour ce délai. Vous êtes libre de circuler. Aussitôt, le bagage de Solène a heurté le sol. Elle ne s'est pas baissée pour le ramasser. Cette demi-seconde de choc était la chose la plus sincère qu'elle ait faite de la matinée. Non, mais je vous avais dit. Pour les documents, madame. La voix de Holloway n'a pas monté, ne s'est pas durcie. Elle a simplement fermé la porte. Les documents sont valides, ils l'ont toujours été. Si vous avez une requête distincte, il existe une procédure pour cela. Aujourd'hui, ce n'est pas le cadre. J'ai repris mon passeport. Mes mains ne tremblaient pas. J'avais acquis cette assurance après des années passées avec Solène, des années à l'avoir démantelé tout ce que je construisais pour ensuite me rendre les débris avec un sourire compatissant. Mais je ne suis pas parti tout de suite. Quel était cet appel, ai-je demandé à Holloway à voix basse. Il m'a observé un instant, pesant le pour et le contre.
Votre père, a-t-il fini par dire, a déposé une main courante. Avec protection juridique en 2019. Il a signalé votre nom spécifiquement. Il disait que quelqu'un dans votre famille pourrait essayer de faire quelque chose. Comme ça un jour. L'air a quitté mes poumons. Mon père était mort depuis 6 ans, ce qui signifiait qu'il avait fait cela avant. De partir, sachant exactement contre qui il me protégeait. Je me suis assise à ma porte d'embarquement longtemps avant d'oser toucher mon téléphone. Papa savait, il ne se doutait pas, il savait. Il savait assez précisément pour déposer des documents officiels, utiliser un langage technique, anticiper un scénario d'aéroport avec une telle précision que cela ressemblait moins à de la prévoyance qu'à une surveillance d'outre-tombe. J'ai ouvert le seul message vocal que je n'avais jamais supprimé. Sa voix. Enregistrée 3 semaines avant que l'hôpital ne l'emporte. Camille, il y a des choses que j'aurais dû te dire plus fort. Je les ai écrites sur papier à la place. Pardonne-moi d'avoir choisi le papier. J'avais toujours pensé qu'il parlait de son testament. J'ai ouvert mes emails et trouvé le nom de l'avocate que Holloway avait noté sur un bout de papier. Maître Isabelle Morel, spécialisée dans les successions et la protection civile. Elle conservait un dossier scellé depuis 6 ans, attendant un événement déclencheur répondant à des critères précis. Une tentative de me faire interpeller sous de faux motifs dans un aéroport fédéral en faisait partie. Je l'ai appelée depuis la porte d'embarquement. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, comme si elle s'y attendait. Mademoiselle Lefebvre, j'ai déjà été prévenue. L'incident à la PAF a été consigné il y a 40 minutes. Sa voix était calme, organisée, chirurgicale. Votre père était remarquablement méticuleux. Derrière moi, j'ai entendu le claquement des talons de Solène sur le sol du terminal. Elle essayait toujours d'attraper son vol. Elle n'avait aucune idée que son nom figurait déjà dans le dossier. Maître Morel ne perdait pas de temps. En politesse. En moins de 4 minutes, elle m'a exposé ce que mon père avait mis en place. Tranquillement, méthodiquement, durant la dernière année de sa vie, alors que Solène lui apportait de la soupe et gonflait ses oreillers, jouant la dévotion. Comme une femme qui sait qu'elle est observée. Mais lui aussi l'observait. Il avait documenté 12 ans de manipulation financière, des prêts jamais remboursés, un compte joint vidé 9 jours après les obsèques de ma mère. Une signature falsifiée sur une vente immobilière qui avait transféré la maison de campagne, ma maison, celle qui m'était destinée, au nom de Solène. Je n'avais jamais rien su de cette maison. Papa ne m'avait rien dit parce qu'il savait que je l'aurais confronté directement, et que cette confrontation lui aurait donné le temps d'effacer ses traces. Alors, il les a effacées pour moi, les enterrant dans un dossier juridique scellé, attendant qu'elle aille trop loin. Ce matin, devant des témoins assermentés, elle était allée trop loin. Nous pouvons agir sous 72 heures, a dit Maître Morel. Le volet immobilier à lui seul est accablant. L'incident à l'aéroport ajoute une dimension pénale qui change considérablement sa position. Mon vol commençait à embarquer. Je me suis levé, et ajusté ma veste. Et dirigé ma valise vers la porte. Solène était au comptoir adjacent en train de discuter avec un agent, sa voix montant dans les aigus. Elle était déjà en train de craquer, sans même savoir pourquoi. Mon vol a atterri à Lyon à midi. À 14 heures. J'étais assise en face de Maître Morel dans son cabinet, et elle étalait des documents sur son bureau comme un chirurgien dispose ses instruments. Chaque pièce était délibérée. Chaque pièce était nécessaire. La signature falsifiée était la pièce maîtresse. Un expert en écriture l'avait authentifiée. Dès 2019. Papa avait payé cela en privé, discrètement, sans jamais me dire qu'il bâtissait ce dossier alors que la chimio lui volait 15 kilos. Cette image a fait craquer quelque chose dans ma poitrine, m'obligeant à reprendre mon souffle. Il vous protégeait déjà à ce moment-là, a noté Maître Morel en remarquant
Mon émotion. Il m'a toujours protégé, ai-je répondu. Je ne connaissais juste pas la forme que cela prenait. L'avocat de Solène, un homme qu'elle utilisait depuis des années, celui qui l'avait aidé à structurer le transfert immobilier, avait déjà reçu une notification de courtoisie. Maître Morel croyait en la nécessité de donner aux gens une chance de coopérer, avant que les choses ne deviennent irréversibles. Solène m'a appelé à 16h47. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé, puis m'a envoyé un long message rempli de mots comme « malentendu »,« famille » et « nous pouvons en discuter en privé ». Le langage de quelqu'un qui comprend enfin que les murs se referment. J'ai posé mon téléphone, écran face contre table, et j'ai signé le premier document. Ma main n'a pas tremblé une seule fois. L'assignation civile est arrivée un jeudi matin. Le jeudi après-midi, l'avocat de Solène s'était retiré du dossier. Ce simple geste racontait toute l'histoire. Un avocat qui défend une cliente ne l'abandonne pas dès que les papiers sont signifiés, à moins qu'il ne réalise l'ampleur des preuves et ne veuille surtout pas être associé à la chute. Solène a appelé notre cousine, Blandine, puis notre tante, Patricia. Elle constituait son jury, assemblant le tribunal familial qu'elle avait toujours utilisé pour me juger en mon absence. Ces dîners de Noël où j'étais, difficiles. Ingrate, trop indépendante, trop froide. Blandine m'a appelé ce soir-là. Elle dit que c'est une histoire d'argent, a dit Blandine avec précaution. C'est bien une histoire d'argent, ai-je répondu. Spécifiquement le mien. Un long silence. Elle pleure, Camille. Je sais. Ai-je dit. Elle est très douée pour ça. Un nouveau silence, puis quelque chose a changé dans la voix de Blandine, un relâchement. Elle m'a demandé de lui virer 3000 € l'année dernière, a dit Blandine doucement. J'ai fermé les yeux. La succession n'avait pas été bloquée une seule seconde. J'ai demandé à Blandine de mettre cela par écrit, de dater le tout et de l'envoyer à Maître Morel avant de dormir. Elle l'a fait alors que nous étions encore en ligne. Solène ne m'avait pas seulement trahi. Elle jouait la même comédie avec tout le monde. La maison de campagne a été officiellement remise à mon nom un mardi d'octobre, 43 jours après l'aéroport. J'y suis allé seul, sans rien dire à personne. J'ai suivi la route familière à travers les bois jusqu'à ce que l'eau apparaisse entre les pins comme elle l'avait toujours fait, gris bleu et stable, imperturbable face à tout ce qui s'était passé en son absence. Papa avait acheté cet endroit l'année de ma naissance. Il m'avait appris à pêcher sur le ponton, très maladroitement, nous rions tous les deux de notre manque de talent. Solène n'avait jamais aimé cet endroit, trop calme, disait-elle toujours. Trop loin de tout. C'est pour cela qu'il me l'a laissé. Elle ne voulait pas de la maison. Elle voulait ce qu'elle représentait, la preuve qu'il m'avait choisi, converti en quelque chose qu'elle pouvait posséder. L'accusation de fraude pénale a été acceptée par le procureur ce matin-là. Maître Morel m'avait appelé avant que je ne quitte la ville. Solène risquait des restitutions, une mise à l'épreuve, un casier judiciaire qui suivrait son nom de la même manière qu'elle avait essayé de suivre le mien dans les systèmes officiels. Je me suis assise sur le ponton jusqu'à ce que le soleil disparaisse complètement derrière la ligne des arbres. Je n'ai ressenti aucun triomphe. J'ai ressenti quelque chose de plus calme et de plus permanent, comme une porte qui se referme doucement sur une pièce qui avait gardé trop d'air froid pendant trop longtemps. Papa savait que je finirais par trouver mon chemin jusqu'ici. Il a simplement fait en sorte que personne ne puisse me prendre ce lieu avant mon arrivée.